C'est quoi que tu viens de t'acheter? Je viens de m'acheter un livre dans lequel il y a tout bien dessiné, les maps de tout l'univers de A Song of Ice and Fire. 40$ sur Amazon, c'est vraiment un livre que je trouve... Ouais, pas super, je trouvais ça abordable. Pas super, oui. Puis c'est des beaux livres J'aime aussi. ça, moi, ça, vous le savez, là, j'aime ça, savoir les choses sont où. En anglais ou en français? En anglais, mais c'est une map. Fait que, ouais. moi, j'ai tellement écouté en anglais et en français que la traduction se fait tout seul dans ma tête. C'est un peu... à date, on n'a pas beaucoup de commentaires et de trucs à ce sujet-là, mais c'est très bilingue, d'ailleurs. Ouais. Nous-mêmes, notre mais tu sais, je pense consommation de ça, parce que des fois, tu me parles... Tu sais, je sais pas, moi, la première fois que tu as dit les terres de l'orage, il a fallu que je fasse... Storm's Land. Mais il y a des mots que je dur à traduire, mais moi, conflant... Je comprends que, mettons... c'est originalement en anglais. Ça, je le comprends, puis qu'on veut rester dans la langue de. Mais je trouve pas ça décrissant, moi, l'éther de l'orage. Non. Je trouve ça magnifique, même. C'est pas décrissant. Je pense que si je l'avais lu en premier, je le lirais en français. Mais... c'est qu'il y a trop d'affaires. Je suis pas assez bon en anglais pour... Je suis capable de comprendre. Moi, l'écouter traduit... Puis c'est pas juste pour Game of Thrones, je trouve tout... Pis, évidemment, si j'ai pas la... Si c'est... Je parle seulement anglais et français, là. Mais quand c'est en anglais puis que c'est originalement en anglais, je trouve que c'est de perdre une 50%, si c'est pas plus, de la performance, tu sais. 100%, mais après ça, mettons, moi, là... Fait que je me suis familiarisé avec l'univers par la série. Mais... Fait qu'en le lisant, mais évidemment... Pas assez, mettons, Game of Thrones, je pense à Game of Thrones, Tyrion, Tywin, les Twins, c'est tous des mots qui se ressemblent, que je suis comme... Hey, un asti de chance que je l'ai en français, parce qu'il y a des termes aussi, des fois, en anglais, que... Je suis obligé de googler, là. Les livres, tout ça? Mais mettons, quand j'écoute la série... Tu mets les sous-titres en français? Non, la série, j'écoute en anglais, sous-titré en anglais, mais j'ai toujours fait... Ma première écoute a toujours été en français. OK. Je veux comprendre ce qui se passe, puis pas bugger 8 heures. Oh, ouais. Mais je suis capable de comprendre en anglais ce qui se passe en série. Les livres, je pourrais pas lire en anglais. Ce serait trop compliqué pour... Il y a des termes, c'est normal. C'est vrai. Non, c'est bien traduit. Le beef, je comprends pas. Tu sais, c'est. Il aurait pu garder le reach, honnêtement. Reach c'est juste, deux mots qui ont l'air d'être en anglais. Le reach, ça serait quoi? Excuse, en français, c'est le BF. BF, OK. Toi, c'est toi qui dis beef. Le beef. Le bœuf. Mais rapidement, les gens disent le beef, mais le BF... Après ça, je sais pas quand ça veut dire quoi, BF. Je pense qu'on l'a... Je sais pas si je te le disais hors glace ou dans le podcast d'ailleurs, mais tu sais, même dans l'audiobook que j'écoute en ce moment, c'est pas Peter Baelish, c'est Petire. On en parlait dans l'autre épisode. Même en anglais, ils ont pas l'air de se... Il y a des libertés que les acteurs... J'imagine que l'audiobook a été enregistré avant. Puis... La série? Ouais, moi, on l'a dit, on a parlé l'autre jour, je pense. Ou même, probablement que souvent, ces gens-là consomment juste pas ces affaires-là. Ben oui. Les acteurs, les voice actors, ces trucs-là, c'est leur métier. Là, fait que je pense pas qu'ils consomment tout ça. Fait qu'ils vont un peu au pif. Là. Mais... Fait que tout ça pour dire que, ouais, nous autres, notre truc est pas mal bilingue. Ben, j'espère que vous comprenez ce qu'on veut dire quand même, là, tu sais. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Charles. Je suis en compagnie de Mathieu Bougui. Je sais pas si vous vous rappelez de ce mec, Mathieu Bougui. Là, on a décidé aujourd'hui de faire un épisode où est-ce qu'on répond aux commentaires et aux questions des gens. C'est un bon moment. On est comme une petite période un bon moment. On va prendre ça plus relax, évidemment, parce que la saison 3 de House est finie. Puis là, on attend... C'est un excellent moment pour recommencer Game of Thrones, en passant. Les gens, là, on parle de l'automne, on parle de... L'automne, oui, le wall. Tu sais, je pense que c'est le temps, là, pour ceux qui sont comme... Ça vous donne un bon 2 mois, là, mettons que vous écoutez un pace normal, là, un bon 2 mois de même peut-être un peu plus, là, tu sais, de... Avant quoi? Avant le Chevalier? Si t'écoutes Game of Thrones au complet, ça dure 2 mois. Oui, ça après ça dépend de votre pace. Moi, je suis facilement capable de m'écouter 5-6 épisodes par jour. Fait que, ouais, mais toi, t'as un horaire d'artiste un peu lousse, là. Je travaille aujourd'hui, ça veut dire je travaille à soir à 19h. Mais c'est rare, j'écoute dans le jour, par exemple. C'est plus dans la nuit. OK. Dans la nuit, par exemple. 5h, faudrait que j'aille me coucher. Ça ressemble à ça, ma vie, souvent. Quand tu reviens d'un show, tu as l'adrénaline. Exact, c'est vrai. Fait que je trouve ça difficile de...
Mais bon. Moi, je sais pas, là, parce que je l'ai écouté souvent, puis je suis dans un audiobook, hein. Fait que là, ça fait comme... Ça C'est ferait quand la bizarre. dernière fois? Que Hey, je l'ai écouté. mais attends, Je pense qu'on faisait lancer compte. Fait que ça doit pas faire un... tu l'as-tu écouté avec ta genre de blonde? Non. C'est ça? On a écouté Le Chevalier. Elle avait déjà écouté House, mais elle a jamais écouté Game of Thrones. Mais Mathieu, je vais le Quand dire, je je dis- pense quand que les on gens dit vont genre de m'appuyer. blonde, là. on parle de ma blonde. Ouais, C'est c'est juste, que- ça me fait rire parce qu'il dit tout le temps ma genre de blonde. Je vais le dire, je pense que les gens qui nous écoutent vont m'appuyer. Ça vaut vraiment la peine. Pour quelqu'un qui écoute ça pour la première fois, Game of Thrones, c'est vraiment une bonne façon de rentrer. Ça, Ben surtout la saison 1, plus j'y pense, tu sais, on dirait qu'on tombe un peu plus dans les codes d'une série conventionnelle. Après ça, ça chie saison 2 et 3. Là, Hey, mais mais tu sais ce que j'ai fait récemment? J'ai tout expliqué. l'amour. Ouais, quoi. Yeah! Non, j'ai tout expliqué. Jon Snow, Lyanna, Ned, cette affaire-là. Ah, mais je pense Elle était que- curieuse, elle voulait le savoir. Fait que Vas-y, là, et si on écoutait juste un épisode, Ouais. juste 2, juste il 3. y a tellement d'affaires à écouter, par contre. Hein? Hey, Ça a pas moi, de j'envie sens. les gens qui ont jamais vu ça. Mais, hein. Tu sais, les Mais gens moi, que je c'est vis leur ça en ce moment premier, avec là. les audiobooks, je trippe solide. Ouais, c'est bon. Je trippe. Puis tu sais, les gens le savent, je suis un fan de la production, de la création télévisuelle puis cinématographique. Fait que le processus d'adapter une propriété qui existait déjà, mais aussi une tabarnak de grosse propriété. Mhm. HBO l'avait jamais vraiment fait avant, je crois. Il avait déjà fait des trucs d'ampleur, mais tu sais, C'était quoi les premiers trucs d'HBO? je pense que les Sopranos, c'est vraiment Oh, reconnu tabarnak, comme étant ok, la oui. première genre My de bad, je suis désolé. prestige TV. Pas de pause, c'est tous des mini-films. Ouais. Après ça, la grosse affaire qui a eu un gros déploiement, c'est Band of Brothers. Ouais. Puis mais après ça, tu sais, t'as The Wire, t'as Six Feet Under, puis je nomme des affaires que j'ai même pas écoutées, mais que je le sais qu'historiquement, c'est les grosses affaires qu'ils ont Ouais. fait. Mais je me demande, je serais curieux, écrivez-nous, là, en ce moment, j'en ai pas en tête, mais y a-tu des... je parle vraiment HBO, ou du moins télévisuel, des adaptations d'une série de livres ou d'un truc littéraire de cette ampleur-là. Tu sais, évidemment, il y a des tonnes de films qui ont été adaptés. Tu sais, il y a eu Lord of the Rings, mais mettons, à la télé, à la HBO, d'après moi, c'est le premier gros. Tu sais, Oh, ben, c'est. puis Ouais. de voir à quel point, puis je leur dis tout le temps, ça fait 3 épisodes que je le dis, mais je capote à chaque fois que je l'écoute de à quel point c'est fidèle à l'image qui a été présentée à l'écran, là, surtout les premiers épisodes, là, hallucinant. Ouais. Je trouve ça vraiment hot. Genre, j'ai vraiment hâte de voir où ça l'a chié. En fait, pour le meilleur et pour le pire, moi, je défends encore la saison 6 comme étant une de mes préférées. Mhm. Même si c'est la première qui n'était pas dans les livres, mais il y a tu sais, après une vingtaine de chapitres, il y a déjà beaucoup de passages qui sont différents, qui commencent à être un peu différents de la série. Puis c'est normal. Ben oui. Parce qu'ils ont un certain temps à respecter, ils ont un budget à respecter, surtout au début. J'entendais un extrait, j'ai vu un short tantôt de George qui disait que un des trucs dont il est déçu, mettons visuellement à l'écran quand il l'a vu, même s'il comprend parfaitement pourquoi, c'est la shot de... La chasse. La chasse, Ouais. tu l'as vu aussi, avec non, Robert. mais j'avais déjà entendu parler de que que ça, c'est un moment. Ouais. Parce que quand George Robert, est reconnu on va pour... dire c'est quoi, là? C'est Robert qui est à la Saison chasse. 1, il est à la chasse. Justement, qui se fasse attaquer, en fait, puis qui dépérisse. Sa seule escorte, c'est son Barristan. frère, puis Barristan Selmy. Puis Lancel, what Alors, a stupid name. What a Lancel. What a stupid Parce que name. George est vraiment reconnu, j'ai envie de dire, pour notamment les tournois et pour les chasses. Je pense que dans la saison 1 de House of the Dragon, quand Viserys va à la chasse, c'est un peu beaucoup plus ça qu'on pense, qu'il Ben pensait à la chasse de Mais, Robert. tu ça. vois, c'est le meilleur exemple de ce que je disais là sur l'adaptation, etc., la réalité de faire de la télé. C'est qu'il dit dans l'entrevue, c'est une question de budget. Je peux pas être fâché contre eux.
on était arrivé au bout de notre budget de cheval. Ouais. Ils pouvaient plus... Pouvait pas avoir de chevaux. Parce que, tu sais, c'est compliqué, là. Est-ce qu'ils tournent pas nécessairement dans l'ordre chronologique des épisodes, mais règle générale, tu tournes par location. Si en français, c'est-tu localisation? En tout cas, par lieu. Location, c'est vrai. Par location. Mais après ça, quand tu es sur la même location, tu tournes tout quand même dans l'ordre chronologique. Tu tourneras pas... En tout cas, c'est compliqué. C'est vrai, ça? Je savais pas ça. Mettons que, tu sais, en ce moment, on est dans la cuisine. Si on Ouais. tournait une série puis qu'on a, je sais pas moi, au courant de la saison, 8 scènes qui se passent dans la cuisine où il y a juste toi puis moi. S'il y avait un acteur à faire venir, puis là, il y a un conflit d'horaire c'est sûr on va tourner ces scènes à un moment peut-être plus random, mais si toi puis moi, on a 8 scènes à tourner qui sont à peu près pareilles, mais qu'on est habillés différemment, mettons, je vois pas pourquoi qu'on les ferait pas dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5. OK. C'est de chronologique de la série. Bref, ça arrive que le manque de budget apparaisse à la fin d'une saison télé, à moins évidemment d'une grosse bataille, d'une affaire que le budget a été fixé pour ça. Mais, anyway, c'est le petit niaisage que je viens de compter là, mais bref. J'ai vu, moi, un TikTok de l'actrice qui joue Cersei qui dit que le prologue a dit, moi, je pensais jamais ce show-là allait voir le jour. Là. On avait... Le pilote, tu veux dire? Le pilote, ouais. On avait des loges, entre guillemets, une tente. On n'avait pas vraiment de loge. C'était vraiment raw. Alors que t'écoutes... Puis là, je le dis, hot take, là, t'écoutes l'épisode 1 de Game of Thrones, l'épisode de... Je me rappelle plus c'est quoi le titre. Sûrement Winter's Coming, là. T'écoutes cet épisode-là. C'est pilote. C'est vrai? On va voir pendant que je continue à parler. T'écoutes cet épisode-là, le début avec le mur, j'en parle souvent. c'est l'épisode... C'est un de l'épisode de la saison 8. Ah, puis Winter's Coming, c'est pas ça. C'est pas l'épisode 1. En tout cas, tout ça pour dire que l'épisode 1 de Game of Thrones, pour moi, dans le top 10 des meilleurs épisodes. C'est ça? Je suis le plus grand génie de l'histoire. C'est normal parce qu'ils ont tourné un pilote puis ils ont retourné le pilote après. Je serais curieux de voir le pilote original. Moi tout, j'aimerais ça. Ça pourrait faire un bon épisode. On peut-tu y exister? C'est sûr qu'il existe! Sûrement. C'est sûr qu'il existe. Dites-nous en commentaire si on peut le trouver. Si Envoyez-nous un lien. Hey, je veux voir ça, moi. Fait qu'ils ont retourné les mêmes scènes pratiquement. Ouais. Wow! En tout cas. Est-ce qu'on y va? On a récolté vos commentaires, vos questions. Oui, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. L'épisode va de facto être moins long qu'une analyse d'épisode comme on faisait avant. Là. Je pense que vous comprendrez qu'on fera pas 3 heures d'épisode à toutes les semaines. Surtout que là, pour tout le monde, c'est la rentrée. Pour nous, c'est une autre saison qui débute de stand-up. Donc voilà. Quoi? Quoi? Mathieu rit puis se déplace avec un ordinateur, là. Yeah. Oh, tabarnak, c'est George déguisé en genre de Maharaja. Qu'est-ce qu'il fait là? Il s'est déguisé de même pour le tournage du pilote. Mais le pilote, check, on voit que c'est pas pareil, mais évidemment, il y en a sûrement qui ont déjà vu cette image-là. Ouais. C'est Ned qui fait sa genre de prière avec Ice dans les mains. À côté de lui, il y a Theon. Puis clairement, c'est pas la même shot que dans le pilote, dans l'épisode 1 officiel, mais ça se ressemble beaucoup. Ah, tu vois, le loup des Stark est vraiment laid. Ils ont vraiment fait un hot take. Je trouve que le visuel du sigil des Stark est plus beau. Puis c'est pas la seule affaire que je serais prêt à dire ça, mais je le trouve plus beau dans Game of Thrones, juste la tête de loup. Ah, mais tu vois, que si tu vas le voir dans le livre, le dessin au complet. Je trouve qu'il fait plus médiéval de type... C'est pas un super beau dessin, il faut être capable de le répliquer à plein de places. Là. Dans la série, ça fait plus... on l'a imprimé plusieurs fois sur plusieurs bannières. Mais mettons, purement visuellement, en termes de tatouage, mettons, là, me ferait plus tatouer la tête de loup dans la série HBO que dans les livres. Je pense que je suis prêt à dire qu'il y a des shots qui sont les mêmes, puis il y en a d'autres qui ont reprise. Je pense que la scène d'exécution, c'est pas les mêmes cheveux. Ce que je te dis là, non, le pilote, c'est sûr qu'ils ont rien, ils ont tout retourné.
Hein? C'est Parce sûr là, que il y a oui. des Ils font images souvent du pilote, ça. C'est la même chose que dans la série. Parce qu'HBO, ils peuvent se permettre ça. Ça, c'est la même chose que dans la série. La scène entre Jamie puis Ben, les cheveux. oui, 100%. Oui, Oui. ça se Puis, peut. tu sais pourquoi je sais? Parce que je me suis passé à plusieurs reprises à mon écoute de l'épisode 1. De la graisse dans les cheveux pour Ouais. te faire la même coiffure. Oui, à plusieurs reprises, les cheveux de Ned dans l'épisode 1 ne sont pas pareils d'une scène à une autre. Ah, ben ça se peut dans ce cas-là. Fait que moi, je pense qu'ils ont gardé des takes Ça du se peut pilote. qu'ils fassent ça. Mais. Et je me rappelle souvent m'avoir passé cette réplique-là. C'est sûr Cette qu'ils peuvent réplique-là, se permettre de refaire. Mais c'est encore drôle, hein. On en parle souvent de ça. Ça joue pas tout le temps à leur faveur. Mais il y en a une question. Allons-y avec nos questions parce que je sais pas si on va pas en parler aujourd'hui parce qu'on a plusieurs questions. C'est le fun. Ça va nous faire plusieurs épisodes de répondre à vos questions. Mais n'hésitez pas, il y en a quelqu'un qui nous disait... En fait, allons-y avec la première, parce que ça peut rentrer là-dedans. Okay. La première question, puis là, ça, j'ai été dans l'ordre, disons, chronologique ou... parce qu'on l'avait jamais vraiment fait là, de prendre vos commentaires, prendre vos questions. Fait que j'ai été prendre sur Spotify et sur YouTube les différents commentaires qui ont été laissés. Fait que c'est des questions que ça fait longtemps que les gens ont posées. Fait que là, ben, on prend le temps de finalement leur répondre. La première, c'est Emmanuel qui demande « Trouvez-vous que c'est une Disneyfication de l'univers de GOT? » On parle de House of the Dragon. Je dirais, en fait, ça doit être plus, trouvez-vous qu'il y a eu une Disneyfication de GOT? Parlons-en, parce que ça rentre là-dedans, le budget. Tu sais, on parlait de budget, on parlait du pilote. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par Disneyfication? C'est ça. Établissons parce que, moi tout, je l'interprète de plusieurs manières. C'est-tu Disney au sens de rendre ça plus accessible à tout le monde pour que le plus de gens possible consomment le truc. Mm-hmm. Ça pourrait être une définition de Disneyfication. Okay. Il y aurait d'en faire un genre de franchise qui, tu sais, une vache à lait de contenu comme, mettons, Star Wars l'est devenu. Star Wars s'est passé de un genre de film de science-fiction culte à une trilogie légendaire qui a influencé plein d'autres choses après, à un retour à... OK. Charles s'est déplacé. J'étais pas bien assis où j'étais. Continue. Tu sais, à là, maintenant, Disney, Star Wars s'est rendu une affaire de... Il y a une série à toutes les années, puis... je comprends. Mandalorian, Grogu, vendre des jouets, ces affaires-là. Je dirais que c'est dans ces deux grosses affaires-là. Puis, ouais, c'est ça. Parce que je comprends peut-être d'où la question peut venir, au sens où ça fait très... si on pense au gros déploiement, surtout de la saison 8, mettons, d'avoir un budget hallucinant, essayer de faire des scènes d'action débiles. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, voici ma réponse à cette question-là, si je trouve que c'est une Disneyification de l'univers de Westeros, A Song of Ice and Fire. Je pense que dans l'espèce d'explication que Mathieu vient de nous donner, oui. Je pense que oui. Je pense que... Laquelle? De faire une franchise ou d'en faire... Il y a aussi peut-être une marvelisation, qu'on pourrait dire, genre d'en faire un univers connecté. Là, faut que je consomme la série de tel pour comprendre tel personnage vient de... je vais donc te dire pas encore. Mais si dans un futur proche, une série finit par sortir sur Jon Snow, une série finit par sortir sur Corlys, ses aventures, sur Arya, là, moi, je parle d'une marvelification de tout ça. Si, mettons, c'est la conquête d'Aegon, parce que je pense que là, il y a des rumeurs qui voudraient faire un film, peut-être un film animé, je sais pas trop. Moi, pour moi, c'est plus, dans l'histoire de cet univers-là fictif, il y a cet événement-là qui peut être raconté, tu sais. Mais moi, il n'y a pas l'idée de faisant un clin d'œil à votre personnage préféré, qu'est-ce qu'il devient. Ça me gosse un peu plus. Après ça, je vais le consommer.
C'est sûr et certain s'il y a une série sur Corlys, mettons. Mais là où je dis que oui, c'est une Disneyfication, c'est que on tente de rendre accessible et de spreader le plus possible les acquis qu'on a sur cette chose-là qui fonctionne. Game of Thrones a fonctionné, ça a été un gros succès mondial. Donc, donnons de plus en plus de stock aux gens qui en veulent. Je te parle de Night of the Seven Kingdoms, je te parle de House of the Dragon. Là où moi je trouve que c'est une Disneyfication positive, c'est que on reste dans les écrits de l'auteur, jusqu'à preuve du contraire, dans le sens que House of the Dragon, c'est un chapitre de Fire and Blood qui existe, qui a été écrit. Night of the Seven Kingdoms, c'est de vraies chroniques qui sont écrites, qui sont disponibles, qu'on peut lire. La Conquête, c'est le début de Fire and Blood. Il y a des écrits et tout. Donc là, ce qu'on fait, techniquement, c'est qu'on prend des histoires qui existent déjà, qui sont romancées, qu'on peut lire dans des livres, et on les adapte en série. Moi, à part peut-être pour ceux qui sont comme « Hey, ça gosse, faites-nous une série de... » tel livre ou telle affaire à la place d'encore parler de cet univers-là. Ça, je peux comprendre ceux qui sont tannés de ça. Moi, j'aime l'univers, donc tout ce qui est écrit, faisons-le. Oui. Parce que je trouve que c'est pas tirer le lait de la vache si le lait est déjà là. Faisons une recette avec le lait qui est là. T'sais, on n'est pas en train de dire hey, écris-nous une affaire sur... on adore Bronn, écris-nous son futur. C'est quoi le futur de Bronn? Go, on veut une série là-dessus. Ça, j'aurais plus de misère. Moi, je pense que c'est une positive Disneyfication. Puis je pense que là où peut-être House of the Dragon se distancie un peu plus de Game of Thrones, c'est qu'on a rendu un peu plus spectaculaire tout, et peut-être que pour certains, ça a diminué la valeur de cette série-là. Parce que la valeur de Game of Thrones résidait dans les personnages, les dialogues, leurs nuances, leur dualité. Alors que dans House of the Dragon, on l'a souvent dit, c'est plus difficile de s'attacher à un personnage, c'est plus difficile de prendre un personnage puis de le décortiquer puis de faire « Wow, OK, il m'amène à plein d'endroits. » Vers la fin, on en a qui ont réussi, je pense à Aegon notamment, je pense à Rhaenyra, mais tu sais, rapidement dans Game of Thrones, on a ça, tu sais, une Cersei, un Jaime qu'on a envie un peu de suivre leurs histoires. Je pense que à ce niveau-là, je pense que House s'est rendu peut-être un peu plus accessible. Les gens qui veulent pas trop comprendre qui est qui avec qui ont peut-être plus de facilité à écouter House of the Dragon que il y en avait à écouter Game of Thrones quand, mettons, Peter Baelish explique un peu son passé avec les Catelyn. Puis là, tu comprends que si t'écoutes, si tu fais des liens, si tu vas voir un peu, tu réalises que, OK, Ned a eu Catelyn parce que c'était son frère qui était destiné à l'avoir. Peter, il est en tabarnak, il s'est fait donner une rince par le frère de Ned. Ned, finalement, à la mort de son frère, c'est lui qui a hérité de la main de Catelyn. Catelyn l'aimait pas tout de suite, entre guillemets. Elle a fini par l'aimer. Tu sais, il y a tout ça qui n'est pas tout cuit dans le bec dans Game of Thrones, qui dans House est un peu plus tout cuit dans le bec. Puis je fais un parallèle avec ce que tu m'as dit dans les séries qui sont écrites un peu pour qu'on consomme sans avoir besoin de regarder l'écran. Je pense que, oui, dans House, c'est un peu plus assumé que les gens voudront pas chercher Corlys, c'est qui, nécessairement avant ça. T'sais. C'est comme si House avait été fait à la manière de Game of Thrones, Alicent puis Rhaenyra étaient déjà des adultes, puis il y avait des rumeurs qu'ils étaient vraiment amis quand ils étaient jeunes. Puis c'est d'où la tragédie entre ces deux personnages-là. Mais ce n'est que raconté comme ça, alors que dans House, on le voit, puis on s'attache à ces personnages-là. Alors voici ma réponse très longue à cette question. Ouais. Moi, je pense que oui, ça en est une, mais moi aussi, j'aurais tendance à dire positif. Après ça, c'est dans l'exécution. Ce que je veux dire, c'est que, étant fan aussi de l'univers de Star Wars, je trouve qu'il y a des séries, parce que là, ils sont beaucoup dans les séries. Ils ont fait quelques films aussi qui sont excellentes. Il y a des personnes... Moi, ce que je souhaite qu'il arrive avec l'œuvre de George, parce que malheureusement, il vieillit, puis il y en a... Visiblement, il travaille à un rythme... qui va pas nous sortir des millions de pages avant malheureusement son décès. Bref, tu sais, ce que je souhaite qu'il arrive, c'est qu'il y a un gars
comme Dave Filoni ou Jon Favreau. Peux-tu juste nous dire Je vais t'expliquer c'est qui, mais à qui va passer les rênes. Je vais commencer par Dave Filoni. Dave Filoni, c'est un gars qui, je connais pas exactement son historique avec Star Wars, Lucasfilm et Disney, mais c'est le gars qui a créé la série Clone Wars, qui est une série animée. Je sais pas si tu te rappelles, entre l'épisode 2 et le 3, ouais. Ils ont fait un dessin animé qui décortique. Puis la prémisse est vraiment le fun parce que dans le Star Wars original, il y a mention d'un événement qui est la guerre des clones. Après ça, George Lucas lui-même a fait un film qui tourne autour du début de cette guerre-là. Puis après ça, l'épisode 3, c'est la fin de cette guerre-là. Et ce gars-là, Dave Filoni, a dit, tabarnak, il doit avoir beaucoup de stock à raconter. Lui, il avait aimé les prequels, il aimait tout le lore qui s'était créé autour de l'ordre des Jedi dans les prequels. Et il en a fait une série animée. Évidemment, c'est pour les enfants. Là. Je pense pas que les fans de Game of Thrones vont nécessairement tout embarquer là-dedans, mais pour ce que c'était et pour le public auquel ça s'adressait, c'était du génie. Après ça, Jon Favreau, c'est un comédien bien connu qui a réalisé aussi beaucoup de films de Marvel, qui est un grand fan de Star Wars aussi. C'est lui qui a créé la série du Mandalorian, qui est un parfait exemple de... Là, on l'a tiré un peu trop, la vache, là, parce que là, le Baby Yoda a pris d'assaut tous les réseaux sociaux, tous les magasins de jouets et tout, au point que c'était un peu quasiment exagéré, mais reste que la première saison, les 2 premières saisons, je connais pas, j'ai lâché moi personnellement Mandalorian, mais je sais que ça a été très très bien reçu, surtout au départ, ce projet-là, et c'est pas George Lucas. George Lucas, c'est différent de George Martin. Il a vendu les droits. Donc, il n'y a plus le droit. Ça y appartient plus. Ils font ce qu'ils veulent avec. Je pense que je souhaiterais que ça arrive, ça, pour George, en tant que fan de son univers, qui sait à quel point il travaille pas vite, puis qu'il y a potentiellement du monde... Moi, je trouve qu'House of the Dragon nous montre, plus que le Chevalier, on y reviendra au Chevalier errant, mais House of the Dragon nous prouve que y a des gens passionnés qui sont capables de créer du stock. À cause des dérives vis-à-vis des livres. Là. Oui, les déviations du livre, les choix qui ont été faits, les excellents choix qui ont été faits pour utiliser ce médium-là pour raconter au lieu du médium littéraire. Parce que de ce que je comprends, le Chevalier errant, George est plus impliqué là-dedans. Il y a aussi le goût, je pense, d'écrire d'autres chroniques. C'est peut-être un peu pour ça qu'il est qui est beaucoup en retard sur Winds of Winter. C'est que semble-t-il qu'il préférerait quasiment écrire d'autres aventures de Dunk and Egg pour qu'elles soient présentées sur HBO plutôt que de finir Winds of Winter. Ce genre d'affaires-là, moi, ça m'allume. Fait que oui, mais c'est pour ça que je dis, c'est juste dans l'exécution. Ça a le potentiel aussi d'être... moi, je préférerais que ça soit Disneyfié à la Star Wars, même s'il y a du stock de marde un peu. Ça a l'air que Ahsoka, c'était pas bon. Ça a l'air que... Moi, j'ai pas beaucoup aimé les 3 derniers films qu'ils ont fait. Ils ont autant eu des ratés que des bons coups dans leur Disneyfication de Star Wars. Ceci dit, je préférais qu'il arrive quelque chose un peu comme ça à l'univers de Westeros plutôt qu'une Netflixiation qui, pour moi, est ce dont on parlait tantôt. Tu sais, l'exemple que je te donnais de les séries qui sont écrites, puis ça, c'est drôle, il y a quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire « Hey, j'ai remarqué la même affaire, moi », que je trouve que sur Netflix spécifiquement, je vous parle de Stranger Things, je vous parle de l'adaptation de Avatar de Last Airbender, qui est un super bon cartoon des années 2005, qui a été refaite sur Netflix en live action et qui... Moi, j'ai vu juste la saison 1, je ne veux pas écouter la saison 2. J'aime trop le cartoon pour le gâchis qu'ils en ont fait avec... Parce qu'il y a beaucoup de... Répéter c'est quoi la quête, répéter c'est quoi... Mais voyons, tu ne peux pas tuer le... Oui, je sais que c'est lui. Pourquoi tu... Parce que c'est fait pour être écrit... C'est fait pour être écouté par des gens qui sont à moitié, qui ont un œil sur l'écran puis un œil sur leur selle. Ça
Vous irez le trouver sur YouTube. Il y a des exemples parmi. Puis la production est moins bonne. Netflix, je trouve leurs séries originales sont vraiment pas bonnes. Puis il y a beaucoup plus de... C'est beaucoup plus fait pour vendre la plateforme puis garder les gens accrochés que, mettons, rendre hommage à... Je comprends. Fait que... Première question faite. Première question faite. J'espère que ça répond à la question de la personne. Je serais curieux. C'est ça qui est le fun. Réécrivez-nous quand vous écoutez l'épisode. Puis on les lit, les commentaires. En plus, il y a tellement, on est tellement peu, mais intense qu'on voit tous les commentaires. On a genre 200 personnes qui écoutent, 200 personnes. Vous êtes là. Ouais. Félix nous demande si on va aborder les autres continents, la chute de l'Empire valérien, les mystérieuses roches noires huileuses un peu partout dans le monde. Ouais. Je sais même pas de quoi il parle. Ben, tu sais, je pense quand je parle des roches huileuses. Ben, c'est dans le livre, ça, j'imagine? Je pense qu'on parle du ver dragon, notamment. Tu sais, je pense que... Les roches huileuses, OK. Je pense que, tu sais... dans le livre, ils sont-tu comme... Je sais pas. Il y a peut-être autre chose aussi qui veut dire par là, mais moi, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse. Après ça, j'ai moins de notions par rapport à... J'en ai plus que le commun des mortels, mais j'ai moins de notions par rapport aux autres continents. Il y a quelqu'un qui nous a parlé aussi de Sotorios, Achai. C'est des endroits qui sont mentionnés dans la série. On peut en parler, mais... Il va falloir faire une recherche avant, juste pour confirmer, pour pas dire n'importe quoi. Mais on fera des théories. Si vous avez des questions par rapport à ça, oui. Après ça, ça serait intéressant de faire un épisode sur les continents de Westeros, puis d'arriver un peu avec une recherche de il y a ça. Parce que dans les livres, tu sais, c'est abordé, mais c'est vraiment moins... Il n'y a pas d'histoire, mettons, écrite comme Game of Thrones par rapport à Westeros. Exact, c'est ça que j'allais dire. C'est comme... c'est comme les écrits de Tolkien. Là. Il pitch des éléments pour créer du world building, mais c'est des façades. Là. C'est comme aller... c'est comme un set d'un film de western. Là. Les façades du saloon, ils tombent après, puis il n'y a rien derrière. c'est juste pour donner l'image de... Puis c'est après ça, c'est normal, super il y a déjà intéressant. Beaucoup de cher. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est... Je sais pas, moi, pitcher des... Mettons, parce que là, Sotorios... On pourra en parler, mais ça va prendre 10 minutes. On résumera on va lire ce qui est écrit. Oui, c'est ça. Puis, je l'ai lu un peu. Parce que j'avais vu que notamment, il y avait... C'est comme su dans cet univers-là qu'il y a plusieurs, genre... créatures qui viennent de là, des créatures. C'est ça. Je sais que moi, mais... l'héroïne Nymeria, qui traverse, je crois, avec les Andals. Je sais pas si c'est les Andals, les Rhoynar, mais un des 3 peuples fondateurs de Westeros. Quand elle a traversé le continent de Essos pour se rendre à Westeros, elle est passée par Sotorios dans un genre de port marchand. Ils sont comme établis sur les rebords, mais à même le livre, ils disent que elle ne s'est pas trop aventurée parce qu'elle sait qu'il y a j'avais des créatures. Lu que il y en avait une qui avait survolé pendant comme des années avec son dragon Sotorios pour finalement réaliser que c'est immense puis c'est très une jungle, tu sais, à perte de vue. Exact. Après ça, il y a plein de créatures étranges là-bas. Il y a certainement des peuples, mais est-ce que George pourra nous en parler? Je pense que lui-même, après 3-4 phrases, il va dire, lui, c'est ça. Après, est-ce qu'on pourrait essayer de l'imaginer, essayer de pitcher notre propre show, ça aurait l'air de quoi? Tu sais, quand je parle plus, mettons, Sotorios, il n'y a pas long à dire, mais la chute de l'Empire valérien, ça, il y a un peu plus décrit. Ouais, ça, c'est intéressant aussi. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer, genre, ça aurait l'air de quel show on veut voir? Moi j'aimerais ça, tu sais, faire un peu un historique de ce qu'on connaît de l'histoire de cet univers-là, puis trouver quel est le prochain livre, BD, film, série que j'aimerais voir de cet univers-là. Moi, je te le dis tout de suite, La Rébellion de Robert. Ben oui, ça Plusieurs en parlent. Moi, j'aimerais ça voir ça. Moi, je voudrais J'avais pas full aimé le contenu du film, mais j'aimais vraiment l'idée qu'ils ont eu de faire le film The War of the Rohirrim. J'aimais quand même l'idée de... Il y a plein de petits passages intéressants dans l'historique de Tolkien. Si vous n'avez pas le budget pour en faire des gros films de Peter Jackson, faites plein de films animés. Ça, je trouverais ça. Il y a aussi, j'y pense là, c'est sûr, il y a les Rébellions Feu Noir qui me parlent, mais il y a aussi
la rébellion Greyjoy dans laquelle Theon est envoyé au Stark. Pourquoi ça m'intéresse? C'est pas pendant la rébellion de Robert, ça? Non, ça se passe quelques années après. Okay. Pourquoi celle-là m'intéresse principalement? C'est parce que c'est dans celle-là qu'on constate le génie militaire de plusieurs personnages importants. On rencontre Thoros de Myr dans ça aussi. Puis c'est des personnages, je dirais peut-être n'importe quoi, mais ça se passe peut-être 6 ans avant Game of Thrones, peut-être même un peu plus, je dis peut-être n'importe quoi, mais ça m'intéresse. Une dizaine d'années peut-être avant les événements de Game of Thrones, ça m'intéresse là, de voir ces personnages-là, Ned qui a déjà mené la rébellion, qui là, va retourner aider Robert pour justement mater cette rébellion-là, la prise de Pike. Il y a un épisode où est-ce que Jaime parle de Thoros of Myr. Je sais pas si c'est Jaime qui en parle. Puis il parle de Thoros qui est comme un prêtre rouge qui travaille avec la Brotherhood. Je me rappelle pas si c'est Ned ou Jaime, mais je sais qu'il en parle avec Barristan Selmy. Je pense que c'est Ned. Je sais pas. Non, qui parle de ça? Ils disent vraiment que Thoros a franchi l'espèce de brèche avec une épée en feu. Là. Je pense que c'est Jaime qui parle de ça. Okay. Puis je pense qu'il en parle avec le capitaine. Il en parle Ned. avec. Oui. Je viens de l'écouter ce bout-là dans le livre audio. C'est. Je me rappelle plus c'est quoi son prénom, mais Castle. Jory Castle, ouais. Qui est le fils de Roderick Castle. Roderick Castle, le gars avec une genre de barbe avec des cheveux, qui suit Kathleen Stark dans la saison 1. Voilà. Donc, moi, ça me parle. Prochaine question? Il y a Olfus. Salut Olfus, merci, tu nous écris pas mal, je trouve ça cool. Je pense qu'il vient juste de commencer à écouter. Ah ouais, puis là, bonjour Olfus. Les podcasts. Pour Charles qui aime la rivalité Blackwood-Bracken, as-tu entendu parler de l'histoire des Teats? Ouais. Je dis Teats, là, T-E-A. Ben, c'est vraiment Teats, genre Teats. Nice Tits. OK. C'est vraiment ça. J'ai été lire un peu, juste pour comme prendre la balle au rebond, mais c'est hilarant. Je me rappelle plus exactement c'est dans quel... c'est à la suite de House of the Dragon, assurément, parce qu'on parle du règne de Aegon IV, je crois, ou Aegon... en tout cas, tout ça pour dire que il y a toujours une rivalité entre les Bracken et les Blackwood, puis il y a un de ces rois-là, Aegon, qui a pris comme voyons le mot qu'on dit pour... c'est pas ta femme, mais c'est ta maîtresse. Ouais. Une Bracken qui avait une forte poitrine, puis en son honneur, il a décidé de nommer un duo de montagne qui... les Teats. C'est ça. Un duo de montagne, il les a appelés les Barbara Teats, en mode... C'est dans cette région-là, ma maîtresse vient de là, fait que je te nomme ça en honneur de ta grosse poitrine. Puis, dans l'histoire, il a changé de maîtresse pour prendre une Blackwood qui avait moins de seins. Puis là, les Bracken étaient en tabarnak, puis là, ils faisaient des blagues sur « Ah, pas de seins, nanana ». Fait que, Aegon a décidé de donner cette région-là, des Teats, aux Blackwood, à la famille de sa maîtresse. C'est les deux montagnes à la bordure entre Raventree Hall, le château des Blackwood, et Stonehenge, qui est le château des Bracken. Ils se disputent ces montagnes depuis toujours et le village de Pennytree est au milieu. Ouais. Donc le village de Pennytree, c'est-tu le village de Arlan? Arlan, qui plante un clou. Un penny. Quand ils partent à la guerre, je sais pas quoi. 100%. Très rare. C'est intéressant. OK. Mais c'est ça, moi, ça me fait penser un peu à ce que tu disais dans l'autre question précédemment. Mettons, puis même un lien un peu avec, encore une fois, la Disneyfication. Tu sais, parce que là, on parle beaucoup. Je pense que vraiment, pour George, c'est un genre de... Il a vraiment été bon pour créer un extra, j'ai envie de dire, ou beaucoup de glaçage, où il y a beaucoup de détails, mettons, pour donner de la vie puis du vécu à son univers. Quand il parle du Doom of Valyria, quand il parle de l'arrivée des Targaryens, la conquête, tout ça. Mais je pense vraiment que pour moi, de ce que je comprends, ce qui l'intéresse, c'est vraiment la période, j'ai envie de dire, entre le règne de Viserys I puis la série principale de roman. Puis je trouve que ça fait un parallèle entre... Il y a beaucoup... Mettons, un des
critiques ou un des trucs qu'on entend à propos justement de Star Wars, pour revenir un peu à Disney, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent. Il y a eu beaucoup de jeux vidéo, de livres, de séries qui se passent entre l'épisode 3 et l'épisode 4, la fameuse, la montée de l'Empire galactique de Darth Vader et tout ça, là. Puis, il y en a qui vont dire ça a trop été utilisé comme timeline, mais c'est clairement le bout le plus important. Quand on se ramène à « Ouais, mais c'est toujours bien un gars qui a inventé ça. » Ouais. C'est pas vrai. Là. Mm-hmm. Je comprends que si... c'est vrai que c'est plate si dans ton cours d'histoire au secondaire, on parle que de la Deuxième Guerre mondiale. Tu vas dire « Ouais, mais là, il s'est passé d'autres choses ici. » Mais là, dans un univers fictif, là, ça se peut qu'il y ait un conflit puis un moment dans l'histoire qui est vraiment plus intéressant puis détaillé. Fait que tout ce qui est House of the Dragon, Chevalier errant, puis jusqu'à la rébellion de Robert et ce qui en découle, c'est clair qu'on va tout le temps tourner autour de ça. Ben ou oui. que pour moi, ce qui est de plus intéressant, c'est cette période-là. Ben oui, 100%. Le Sea Snake qui explore les autres continents, à la limite, c'est juste c'est pendant le règne de Viserys. OK, ça reste là-dedans, mais moi, je pense que là où ça va devenir un peu dangereux, entre guillemets, d'explorer pour, mettons, des producteurs de télé, c'est la fameuse série, mettons, qu'ils voulaient faire 1000 ans avant, avec Naomi Watts qui avait été castée. Je sais pas si tu avais entendu parler de ça. Ça, c'en est un, je pense, un pilote qui avait été tourné puis qui n'a jamais été accepté. Puis, moi, je pense que les risques que ça devienne quelque chose de « Ouf, ils se sont perdus un petit peu là. » Là, on a perdu la formule puis ce qui nous intéresse. Parce que, Chris, il n'y a pas tant de matériel que ça. Non, il y a moins de matériel, je pense, à explorer que ce qu'on croit, tu sais. À part, mettons, Valyria était une super belle cité. Il y avait des gens avec beaucoup de dragons. Un moment donné, il y a eu un volcan. Fait qu'ils sont partis de là. Mais il n'y a pas 8 romans à lire à propos de ça, là, tu sais, là. Je comprends. Prochaine question? Alex, j'aimerais vraiment vous entendre sur le sujet des morts dans cet univers. Comme dès la saison 1, nous sommes confrontés à des morts qui viennent changer complètement la trame de l'histoire. Vos morts favorites, il y a des personnages que vous auriez souhaité voir survivre ou au contraire, un désir coupable de voir un personnage trépasser. Mm-hmm. Je fais un lien avec quelque chose que quelqu'un nous a déjà dit. Quelqu'un plus tard va poser la question sur qui était d'accord avec toi que Jon Snow aurait pas dû survivre. Ouais. C'est-tu quelque chose qui... Ben, moi, c'est ma réponse. Je pense que Jon réponse? Snow, là où il se fait poignarder par la Night's Watch, aurait dû... Ben, pas aurait dû. Moi, j'aurais quand même aimé ça voir, là, et si il meurt, là, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, qu'est-ce qui... Il y a tellement de possibilités, tu sais. Hey, je fais une parenthèse. Complètement par rapport. OK, mais... As-tu goûté aux cerises au marasquin? Aimes-tu ça, toi? Aimes-tu ça faire de la plongée sous-marine, Charles? Non. Hey, ça a pas rapport. On y revient, OK? Mais c'est juste que hier, quand on a enregistré l'autre podcast, on parlait de nos armures favorites, pis ça. Tu parlais de l'armure d'Ormond. Ouais. Je pense que mon look favori de toute Game of Thrones... Mettons, c'est pas tant une armure, là, on s'entend. Tu vas me dire le kid de la Night's Watch? Ah, je les adore. Oui, c'est pas loin. Non. Le kid de Davos. Ouais, c'est parce que je pense... j'ai pensé à ça parce que Davos, c'est lui qui trouve Jon Snow dans saison 6, nanana. Son genre de gorget, là, sa genre de toge verte, là, hallucinant. Ouais. Fin de la parenthèse. Tu sais, mettons, ça, c'est un autre épisode que j'aimerais qu'on fasse un jour, mais des « et si ». Et si Jon meurt, dans l'histoire qu'on a là, j'ai l'impression que Stannis s'en va mourir à Winterfell comme c'est prévu dans l'histoire, mais Davos est comme un peu resté derrière. Et Davos, ça serait vraiment un bon gars pour rallier la Night's Watch. Tu sais, dans le sens qu'il n'y a plus rien à perdre, il a perdu ses enfants. Mais la Night's Watch est sous l'emprise de Alistair Thorne. Je comprends, mais même s'ils réussissent, ils sont pas genre 92. Oui, mais ça serait un très... Je te dis juste que ça serait un très bon gars pour, de un, occuper le titre de grand chef de la Night's Watch. Je me rappelle plus c'est quoi ce nom-là, là. Pas First Ranger. Le truc Jorah Mormont, il est Lord Commander.
mais ça serait aussi un bon pour venger Jon Snow. Oui. Après ça, maintenant, allons-y dans... Mettons, faisons-nous une Moi, j'aime mort. trop Jon Snow, j'aime pas ça, ta réponse. Allons-y, mettons, dans House et dans Game of Thrones. Moi, la mort dans Game of Thrones que j'aimerais peut-être... J'aurais aimé avoir vue, c'est celle de Jon. Une mort que j'aimerais ne pas avoir vue, c'est celle de Stannis. Je le dis, je suis fan de son arc narratif. J'aurais aimé ça qu'il continue à faire du mal, mettons, au Bolton. Puis que là, ça fasse qu'il y ait une guerre au nord, que ça change un peu l'échiquier politique. Mm-hmm. Moi, c'est mes deux dans Game of Thrones. Après ça, je vais aller dans House of the Dragon. Je pense que j'aurais aimé voir... La mort d'Otto, j'aimerais ça qu'elle n'existe pas. J'aimerais que Otto Très bonne réponse. puisse rester plus longtemps. Puis c'est que j'ai l'impression que à la suite du couronnement d'Aegon, ses cartes à Otto valent plus rien jusqu'à la fin. Même qu'il se fait skipper un peu par Kristen puis par Aemon qui prennent le contrôle un peu de la stratégie. J'aimerais vraiment voir Otto continuer à opérer avec ses forces qu'on lui sait. Et maintenant, quelqu'un que j'aurais aimé voir mourir... C'est plus difficile dans House of the Dragon, mais j'ai... Mais je vais te dire, moi, ceux dans Game of Thrones. Ouais, vas-y. OK? Mettons que dans Game of Thrones, moi, puis là, mon opinion va sûrement changer, plus ou moins d'accord, plus je vais lire / écouter les audiobooks, mais j'aurais vraiment aimé que Jaime tue Cersei. J'aurais aimé qu'il y ait un accent, que cette finalité-là, je trouve que ça manquait de poésie. Je pense qu'on l'a abordé pendant notre épisode à la défense de la saison 8. On a des commentaires d'ailleurs de gens qui sont comme « Non, 4 sur 10, vous êtes à chier. » C'est pas vrai? Oui. C'est bien correct. Vous avez tort puis vous êtes trop sur Internet, mais c'est une autre affaire. Non, mais tu trouves-tu, genre, que... Moi, je trouvais que ça s'enlignait vers ça, puis qu'il y avait une... Puis, je trouve ça... Ah, mais là, ça, c'est moi qui... Il y a deux... OK, j'ai des réponses poétiques aujourd'hui. Je sais pas, il fait beau, il fait soleil, j'aime la vie, j'aime l'amour. Fait que je suis très poétique, puis très prévisible ou cliché dans mes réponses. Puis je pense pas que tu vas l'aimer, celle-là. Je pense que Jon Snow aurait dû tuer le Night King. Je trouve que ça fait plus... Mais là, c'est pas tant la réponse à la question, plus que la mort, t'aurais aimé mieux qu'elle soit créée par quelqu'un d'autre. Ouais. Mais c'est pas que t'aurais aimé que le Night King survive. Ce qui aurait été une bonne réponse aussi, par exemple. Ben là, ouais, j'aurais aimé que le Night King survive parce que finalement, c'était Bran tout le long. Puis le cycle de la mort ça aurait été quand même pas pire, ça. Mais non, mais c'est par rapport aux morts puis aux morts grandioses et spectaculaires que le show nous a donné. Parce que, tu sais, on répondra pas, ben là, j'aurais pas voulu que le Red Wedding arrive, tu sais, dans le sens, what if, tu sais, en effet, si on fait des épisodes what if Robb Stark réussit à venger Ned, c'est malade, là. Mais dans House, moi, j'aurais aimé ça aussi, voir qu'est-ce qui serait arrivé si Lucerys s'était pas mort. Oui! Je trouve que narrativement, ça arrive bien, mettons, en termes de faut faire avancer l'histoire, faut que quelqu'un meure, fait qu'on le tue. Mais j'aurais aimé ça, voir combien de temps ça aurait pris, combien de temps la guerre serait restée une genre de guerre froide, tout ça. Est-ce que c'est vraiment ça l'élément déclencheur ou il y aurait toujours eu quelque chose d'autre qui serait arrivé? Tu sais, parce que là, Rhaenyra serait revenue. Parce que, tu sais, il y a des pions qui ont été placés avec les Baratheons dans la saison 3 de House of the Dragon qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Mais rappelons-nous que les Baratheons, c'est pas clair l'arrangement qu'ils ont pris avec Aemond. Le meeting avec Aemond a été coupé court à cause de l'arrivée de Lucerys et tout ça. Et là, ben, après ça, c'est pas clair, on sait pas son de quel Je pense bord. que ça, pour moi, c'en est une que je trouve qu'en termes de multiverse, de différentes... de moments clés, mettons, qui forgent l'histoire, ça, c'en est une, là, tu sais. Mais ouais, je trouve que, mettons, en termes de saison 8, le fait que Arya tue le Night King un peu out of nowhere, c'était un peu out of nowhere.
Ouais, T'es hot. L'exécution de Arya, puis de penser à hey, la petite au Elle a début, fait le la chemin. petite avec le casque qui se fait donner un coup sur la tête par Robert Baratheon versus l'espèce d'espionne super swift et badass qui arrive out of nowhere, puis en même temps, ça a full de sens parce qu'elle est super discrète. Fait que là-dessus, le Night King, avec en plus la passe de karaté qu'elle avait faite à Brienne dans la saison d'avant, puis là-dessus, le Night King avec une dague de... Je trouve que ça fait très... Ah, c'est tabarnak. Tout le monde pense à Jon Snow, ça va être Arya. Checkez bien ça. Quelqu'un a pitché ça dans une réunion, puis que tout le monde a fait « Oui! Ah, c'est une bonne idée! » Mais qu'avec du recul, je suis comme « Ouais, mais c'est pas très poétique. » C'est un peu random. Comprends. Tu sais? J'ai réfléchi. Je pense que la mort que j'aurais aimé voir dans House of the Dragon, c'est celle de Rhaena. Je vais t'expliquer pourquoi. J'aurais aimé qu'elle soit tuée par Rhaenyra quand elle la découvre avec son dragon. Je veux que ça crée une tension, puis je veux que Daemon... J'aurais aimé voir la réaction de Daemon de là, lui aussi perd quelque chose. Parce que jusqu'à maintenant, la seule chose qu'il a perdu dans la danse, c'est son frère. Puis il l'a pas perdu directement lié à la danse, tu sais. Mm-hmm. Alors que Rhaenyra perd ses enfants. Daemon, lui, ses enfants sont safe. Ses 2 filles sont safe. Ses enfants avec Rhaenyra sont safe, entre guillemets. Fait que j'aurais aimé ça, lui, le voir perdre quelque chose. De par quelqu'un de son clan. Je pense que, en même temps, ça aurait chié, là, dans le sens que le clan des Noirs aurait été... Je pense que ça aurait été la fin de ce clan-là. Mais j'aurais aimé ça voir cette dynamique-là, parce que ça aurait fait du sens là, de Rhaenyra de faire « Hein? Tu m'as menti, puis en plus, c'était pour protéger ta fille qui a tué mon gars. Ben, tabarnak, Dracarys, Calis. Draca-fucking-Rys. Fait que voilà, c'est mes réponses. Très bonne question. Très bonne réponse. Mais, ceci dit... C'est vraiment une série qui est excellente. Puis là, j'englobe les 2, là, j'englobe les 3 en fait même. Là, parce que si on pense à Baelor dans Night of the Seven Kingdoms, c'est une mort. C'est des gros sacrifices. Bon, c'est des gros sacrifices que l'auteur est prêt à faire pour que son histoire gagne en qualité. C'est tough, celle-là. Elle est plus tough à répondre, je trouve, cette question-là, parce que c'est tellement une petite histoire condensée. Ouais, on en le connaît rythme pas beaucoup. est bon. C'est difficile de se dire, quel aurait été le... Ouais, parce que c'est... On n'est pas très au courant du reste du build-up. Même la série, ce propre univers. Tu sais, OK, Ramon Fossoway meurt. OK, tu sais, mais oui, Baelor, quelle mort hallucinante. Je sais pas si c'est George qui a dit ça ou si c'est quelqu'un d'autre, mais il a été obligé de tuer Baelor. Parce que sinon, tous les règnes auraient été parfaits. Tu sais, le royaume aurait été chill, là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, dans l'univers de George, la mort est omniprésente, comme dans plein de choses, mais je trouve qu'il deal d'une manière spéciale avec la mort. Il est prêt à sacrifier beaucoup pour arriver à un résultat qui diffère de ce qu'on est habitué de voir. Puis moi, c'est ce qui m'a fait accrocher. Je trouve ça audacieux. Je le dis, c'est la mort de Ned, moi, qui m'a fait accrocher à Game of Thrones de « Oh! » C'est le seul acteur qu'on replace, ou presque. Il s'en va là, pour avoir la clé de l'énigme, puis tu me l'enlèves là. C'est que l'énigme et le truc est tellement bien ficelé. Les bâtards, John Arryn était sur une piste, là, il faut qu'ils prennent... Tu sais, en termes de meurtre et mystère classique, là, c'est déjà très bon. Ouais. Puis là, en plus, on nous coupe l'herbe sur le pied. Il a un peu réussi parce que là, Stannis est au courant que Joffrey est un bâtard. Fait que là, ça se tout chie à cause de ça. Oui. Mais il joue tellement bien la ligne entre, mettons, le rationnel, le théorique et le pratique puis le émotionnel, tu sais. Ouais. Robb qui est comme, il faut que je sois le Lord of Winterfell en l'absence de mon père, non. Dès que son père meurt, je vais les tuer, tabarnak. Je vais lever tous les drapeaux. Venez-vous-en. C'est purement émotif, cette réaction-là. Alors qu'à d'autres moments, il faut être stratégique. Faut que Sansa elle contienne ses émotions puis sa rage, malgré qu'elle vive des affaires épouvantables. Puis à un moment donné, est assez bonne pour jouer ses cartes juste au bon moment, pour aller chercher Baelish pour que le Vale vienne sauver. Ça, c'est très stratégique, mais on comprend l'émotion. Je trouve que c'est sa plus grande force, je crois,
ce genre de mort-là, de personnages, de gens qui sont des nobles, qui sont des dignitaires, les rendre super... C'est une grande force, t'as raison. Relatable, puis émotive, puis perdre de son rationnel. Puis c'est, ultimement, c'est ça, l'expérience humaine, Charles. Oui, t'as raison. Une dernière question, parce qu'on approche déjà le 1 heure, c'est fou. Allons-y. Je savais que ça allait nous donner du juice. Raphaël, je pense que... Raphaël... il revient sur ton affaire avec l'armure de Corlys puis leur casque. Là. Ouais. Il dit, moi, le casque de Corlys, ce qui me gosse, c'est que les armures ont plus l'air d'être faites pour un combat sur terre et non sur la mer. La triarchie fit plus avec le modèle marin que la gang de Corlys qui est supposée être le seigneur des mers. Ouais. C'est très, très c'est vrai. C'est bien vu. T'sais, après ça, les marins veulent pas tomber à l'eau avec cette armure-là. Puis ça doit pas être très mobile pour se déplacer sur un bateau. Après ça, je pense que, tu sais... C'est des grosses armadas, par contre. C'est qu'on n'a jamais vu, mettons, l'équipage de Corlys en mode plus... on l'a toujours vu en mode défensif. On l'a jamais vu en mode attaque. Je serais curieux de voir, est-ce qu'il va y avoir un changement par rapport au look ou aux habits. Mais là, quand on a vu l'équipage de Corlys, c'était toujours parce qu'il maintenait le gosier. Ouais. Fait que, oui, son armée de terre est probablement sur ses bateaux en mode prêt à intervenir. Mais là où je suis d'accord avec Raphaël, c'est que... Je suis 100% d'accord avec Raphaël. On l'a vu au tout début de la série se battre sur terre contre l'armée du crabe, là. Quand ils viennent porter secours, disons, à Daemon, là, qui se fait comme semi-prendre, puis finalement, c'était pas vrai, puis l'armée de Corlys y arrive avec sa grosse hache. C'est vrai que, mettons, puis ça, là-dessus, badass, ça marche, les grosses armures sont imposantes, toutes. Puis c'est normal, ils se battent sur terre. Mais après ça, qu'ils portent la même type d'armure, mais je connais pas, tu sais, les stratégies militaires. Y a-tu des armures... de bateaux, puis des armures de... Parce que c'est des gros crises de bateaux, ceci dit. Ouais. Puis il y a quelque chose aussi peut-être dans Corlys ou les Valérians en général, où ce que sont fiers, puis ils savent qu'ils tomberont pas à l'eau parce que c'est des bons navigateurs, fait qu'inquiète pas, là, non, je peux mettre un... Tu sais, vers où... Parce qu'on les a jamais vus en mode traversée de quelque chose. J'imagine que si ces bateaux traversaient le détroit, là, on aurait d'autres accoutrements, mais ils sont en mode défensif tout le long. Ça, je peux le comprendre, mais on l'a déjà vu dans Game of Thrones que, je pense, au Lannister, plus on écoute la série, plus on réalise qu'ils ont des habits différents pour les rôles qu'ils occupent. Les gardes sur les remparts, ils sont habillés plus light, là, plus je transporte des affaires, puis je tire. Tu sais, les archers sont distinctifs, alors que dans les autres maisons, souvent, je pense au Tyrell, tu vois pas cette distinction-là. Là. Ils sont tous en armure avec un espèce de casque fleural. J'ai l'impression que les Velaryon, c'est un peu ça aussi, mais ouais, je suis d'accord avec son commentaire de c'est bizarre, ça, que des marins soient habillés si lourdement. Ouais. Le look était un peu étrange, ça fait... Mais en même temps... Après ça, c'est-tu la réalité de ben là ils ont bâti des armures pour les Valérions, on va s'en servir. Moi je pense qu'on a juste jamais vu les bateaux de Corlys en mode ce qu'ils doivent faire pour vrai, c'est-à-dire voyager. Ils sont toujours en mode stationnaire. Mais tu sais, oui, puis après ça, moi, le combat naval, je veux dire, ça existe, là, aborder d'autres bateaux en type corsaire, pirate, mais tu sais, Corlys, il a aussi conquéri les autres continents probablement en débarquant à différents endroits sur Essos, puis en se battant peut-être. Je pense pas qu'il y a tant sur conquéri terre, plus pas conquéri, ça. mais explorer en mode conquistador, en armure de terre. Je sais pas, mais c'est intéressant. Une dernière? Ouais, une dernière. Une petite dernière, on t'a... Delille. Salut, Delille. Il dit, c'est fou de... Comme vous écoutez, modifie mes attentes et mes impressions de la série. J'étais persuadé et je souhaitais que Cole ait la mort épique de la saison, un combat à n'en plus finir, limite un 10 contre 1, et qu'il résiste longtemps avant de succomber. Mais après vous avoir écouté, j'en suis venu qu'à prendre votre bord et à lui citer la pire mort sans honneur. J'ai été extrêmement satisfait de la scène, en grande partie grâce à vous. Hey. Cool, tant mieux. Ben ouais, parlons-en de la mort de Cole, man. C'est dans les meilleurs.
Tu vois, moi, ça, on parlait de... La question précédente, il y avait aussi, c'est quelles vos morts favorites? Ah. Moi, ça il Cole? aurait fallu que j'en nomme. Ben oui. Je sais pas si tu te rappelles, là. Je te l'ai même dit, je suis déçu de m'être spoilé ce qui allait y arriver. La veille, on venait, je pense, de faire le podcast. Fait que j'étais allé lire un peu, mettons, pour voir... me rappeler un peu de ce qui arrivait dans la danse des dragons. Puis il y a un passage qui dit Kristen Cole a défié, je pense, Roderick Dustin. Puis en réponse, il a reçu une flèche dans l'œil. Ciao, bye, il est fait. Puis je trouve avec le build-up, il nous fait tellement... il y a des très bons build-up, je trouve, dans cette saison-ci de House of the Dragon, notamment avec Ulf, qui m'a fait tellement pas l'aimer. Puis que finalement, ben ouais, c'était ça le but. C'était un peu... C'était normal que ses réactions soient bizarres par rapport à Daemon, par rapport aux autres, parce que pendant que Daemon il crie après, Ormond il dit que c'est pas correct. Fait que tu sais, même chose pour Cole, il est comme nihiliste, weird. Gwen, il la regarde. T'es-tu sérieux, t'as Chris, là? Tu vas traîner tous tes gars là-dedans, puis finalement, ben ouais, puis c'est ça qui arrive. En tout cas. Cole, c'est une bonne mort. Je dirais pas qu'elle est dans mon top 5. Je pense que je suis obligé de mettre Robb dans les meilleures morts de l'univers. C'est tellement choquant. Le Red Wedding, c'est l'événement qui a fait basculer la série de très bonne série à probablement une des meilleures au monde, de tous les temps. La mort de Robb. Mais la mort de Kristen, je trouve que c'est... Ben, c'est sûr que Robb, on se serait pas attendu à ça, mais spécifiquement le fait que on s'attendait, mettons, à une scène d'action ou à une scène de combat épique, puis qu'on se fasse couper l'herbe sous le pied. Y a-tu d'autres trucs comme ceux-là qu'on a vus vraiment? Moi, c'est ça que j'ai le plus aimé, tu sais. Ouais. Tu sais, un Greyjoy, là, Euron aurait pu avoir ce genre de mort-là, puis j'aurais fait... Ouais. Finalement, non, là. Il se bat avec Jaime, puis c'est un peu plate, mais... c'est ça que j'ai aimé, moi, de Kristen. C'était... Il est rendu à un point où il pense qu'il mérite quelque chose, puis... Non, tu l'auras pas. C'est pas de même, ça marche. Ouais, je suis quand même d'accord de... C'est hot, je trouve. Ça fesse en crise. Ben, tu sais, je pense qu'il y a des morts. Mettons que Khal Drogo, sa mort est comme un peu pathétique pour le guerrier qui était. Ouais. Mais tu sais, je me rappelle que ça m'a pas déçu plus que... Je pense que Khal Drogo, c'est un autre personnage que j'aurais aimé voir plus longtemps. OK. Mais oui, Cole, c'est une mort de... Je trouve que c'est une mort... Ah, c'est fucking... Excuse, je te coupe, mais dans l'exercice qu'on faisait de What If, Chris, parce que il y a tellement une grosse présence des Dothraki qui revient dans la saison 6 que ça aurait été hot qu'il y ait un Khal Drogo, un genre de représentant. Parce que, tu sais, quand ils reviennent, les Dothraki, puis ça, c'est une affaire de ce que je comprends, qui est dans la saison 6, donc après les livres. Et ils reviennent et ils deviennent une des forces principales de Daenerys après ces dragons, évidemment. Mais il y a juste genre un mec qui ressemble un peu à Khal Drogo, qui est comme un peu son bodyguard, qui participe pas vraiment aux discussions stratégiques avec Missandei puis Tyrion, mais Chris, ça aurait été bon que c'est son peuple à elle. C'est rendu son peuple exact, à elle. C'est comme elle, Khal Drogo. Mais imagine que, je sais pas moi, la raison pour laquelle c'est que pour une raison X, elle se fait chasser des Dothraki, puis que Khal Drogo, il en fait partie, puis il est genre décalisse, je sais pas quoi, moi t'as utilisé de la magie noire. Un peu comme ce qui arrive, mais que Khal Drogo fasse partie du votant, puis que plus tard,
grâce à un peu, probablement le même scénario, là, où ce qu'elle les impressionne en étant la reine du feu, je sais pas quoi, puis que Carl fasse « Ah, oh, tabarnak, OK, je redeviens... Tu dis-tu Carl? Non, Carl. OK, ça me ferait des manières. Carl le Drogo. Depuis tantôt, tu dis Carl, ça me ferait. Carl Drogo. Mais ouais, ça aurait été intéressant de voir juste de voir c'est quoi lui sa dynamique. Un combat, lui, Jamie. Ouais. Lui, Jamie, une main. Hey, ça aurait été intéressant. Ouais, vraiment, vraiment cool. OK, mais excuse, fait que je t'ai coupé, mais tu parlais de Kristen. Ouais, la mort de Kristen, je la trouve satisfaisante pour les gens qui ont compris la même chose que moi de Kristen. Après ça, j'ai eu des discussions avec des gens qui n'avaient pas compris la même chose de Kristen. Qui le voyaient encore un peu comme un héros des Verts. Ouais, moi, je le trouvais minable, mais il y en a plein qui le trouvaient encore badass et héroïque. Moi, j'ai arrêté de le trouver badass et héroïque. Pas mal la fausse qui a éclaté la tête de Bisbury sur la table. Là, quand il commence à la traiter de bitch, Rhaenyra, pour... Ben, pas aucune raison, mais comme... Où ce qui devient tellement émotif pour un Kingsguard, là. Ouais. Puis ultra dévoué à Alicent. Ouais, oui, non. Pour moi, sa narrative est claire. C'est un genre de... s'il était dans la... on n'arrête pas de dire qu'Alice Rivers, c'est la blonde du cégep de Aemon. Ouais. Bon, ben, dans la vie de tous les jours, Kristen Cole, il est sur Reddit, sur des forums de bromance, puis Hey, tu vois que je suis pas bien... Non, mais j'ai aimé un genre de miso, là. Parce que tu connais ma haine pour Reddit. Pas particulièrement. OK, on ouvre... J'ai adoré que tu dises... Mais ça fait vraiment ça, le genre, le gars qui se convainc lui-même parce qu'il est dans une chambre d'écho par rapport à... Lui, il y aurait un génocide fait par les Verts qui serait quand même... Alicent, t'as tout compris. Ouais. Rhaenyra, c'est une bitch, puis elle est pas bonne, puis nanana. Rhaenyra, tu l'aimes pas parce qu'elle a arrêté de coucher avec toi, ce loser. Mais, tu sais... Ouais. Arrête de te convaincre d'autre chose, est-ce puis qu'ils prennent autant genre de détours puis ils sacrifient des hommes. Moi, c'est surtout ça. Son genre de speech, c'est pas à propos de la gloire de tes hommes, c'est à propos de ta gloire à toi, Chris de lait. Puis, c'est tellement satisfaisant ça. Une autre mort satisfaisante, mais que j'aurais souhaité plus de violence à lui plutôt qu'aux gens autour, c'est celle de Joffrey. Parce que Joffrey, quand il meurt, c'est dans un moment de pathétisme immense, il s'étouffe devant ses sujets, il a la face pourpre, les yeux de sang, il est dégueulasse, il morve, mais ça affecte beaucoup plus Jaime, Cersei que lui. Tu sais, j'aurais aimé une mort à la Ramsay Bolton, il se fait décoller par ses chiens. Tu sais, je veux qu'il souffre. Par un Tyrion, mettons. Là. Je sais pas si ça serait, je sais pas si ça serait possible. On l'oublie, mais la mort de Tywin. Éliminé par Tyrion avec des flèches. Wow, une des belles. Pendant son genre de speech. Oui, ça est bien exécuté. Est un peu comparatif. On peut la comparer à celle de Christian parce que Tywin, c'est le stratège magnifique. Là, c'est d'une élégance comment il joue ses cartes depuis le début. Après ça, c'est un ratoureux, il passe par en arrière, mais ça reste un élégant genre de chevalier qui réussit par la manipulation à jamais trop salir les mains, à gagner des combats. C'est un stratège immense. C'est un genre de... Hey, puis là, c'est vraiment de la politique à deux scènes que je fais, là. Mais c'est un... Si un Joffrey est un Trump, Tywin, c'est un John McCain. Dans le sens que, tu sais, il irait donner la main à son adversaire politique. Il parle avec Olenna. Ouais. Il est pas en train de « Je vais te crever les yeux, ma tabarnak, si tu me dis pas que je suis beau. » Tu sais, comme, il est sévère, il est droit, mais il y a une espèce de respect politique, une espèce de droiture, même avec l'ennemi, qui, évidemment, est fuel par sa fierté puis son nom de Lannister, évidemment. Là. Mais tu sais, mon parallèle est pas entre John McCain puis Tywin. Mais tu comprends-tu? Ouais. La belle époque où, mettons, Barack Obama, il allait débattre contre son adversaire, John McCain, le républicain, qui avait des valeurs que personnellement, mettons, moi, je tripais pas. Ou j'aurais pas... je suis très, très jeune. Là. John McCain, c'est pas tant mon époque, mais c'est le genre de vidéos qu'on voit des fois. Comme il se donne la main, puis « Hey, Colin, il est capable de dire qu'il y a de l'allure, ce monsieur-là. Je suis juste pas d'accord avec ses valeurs. » Tywin,
il dégage ça. Après ça, on le sait que c'est une marde parce qu'il parle à Tyrion d'une manière épouvantable. Il parle à Cersei Ben, c'est d'une sa manière... faiblesse, Tyrion. C'est exact. Mais que- en effet, il y a une noblesse puis quelque chose. Puis en effet, l'avalanche de hostie, tout ce temps-là, il couchait avec De Shay. bas, c'est bas, puis il meurt. Ah ouais. Tuer sa bol. Non, mais avant ça, le fait qu'il ait spoté la blonde à Tyrion, Ouais. puis qu'il l'ait ramené de son bord. Ouais, tu sais, c'est tellement sale c'est sale. et c'est pas noble du tout. Puis il meurt sa bol. Oui. Et il meurt. Vous remarquerez le jeu de l'acteur de Charles Dance, qui c'est est mon incroyable. meilleur. Olenna puis Charles Dance, là, c'est mes deux meilleurs. Le jeu d'acteur il garde l'espèce de Tywin fier, mais devant Tyrion, il essaie d'y en passer une bonne là, de « Mais non, mais t'es-tu épais? Je t'aurais jamais envoyé mourir pour vrai, je savais. » Exact. Et c'est vraiment un bon jeu de... You are my son. Tu le vois, A Lannister. tu le vois dans le jeu de Charles, tu vois le Tywin qui se sent acculé, mais qui joue ses dernières cartes. Très, très bon jeu. C'est une mort que j'aime beaucoup, celle-là aussi. Ouais, mais tu t'as vraiment mis le doigt. Je pense que la satisfaction... Ceci dit, j'étais vraiment, vraiment déçu. D'un point de vue purement, moi, assis sur le divan, qui regarde une bonne série HBO, là, j'étais vraiment déçu de perdre, selon moi, la meilleure performance de la série. Moi, toutes les scènes de Tywin, je suis même... Je le trouve magnétique, cet acteur-là. Même chose pour Olenna. Tu sais, dans le sens... Je parle beaucoup de Jon Snow, je le défends, je le trouve cool. Je trouve que narrativement pour l'histoire, je trouve que George a vraiment une bonne idée dans le concept, disons, du personnage. Je suis sûr que dans l'audiobook, je vais triper aussi quand il va y avoir les passages de Tywin et Olenna, mais jamais autant, je pense, que quand ces acteurs-là dégagent cette présence-là à l'écran. Tu sais. Fait que j'étais plus triste, disons, de voir Tywin partir que Cole, parce que Cole, je l'ai jamais trouvé plus intéressant que lorsqu'il est mort. Alors que Tywin, c'est pas le cas. Dans le sens, je l'aurais pris jusqu'à la fin. Moi. J'aurais voulu qu'il perde. Je le considère comme un méchant, mais je veux le voir comme je veux voir le Joker dans Dark Knight. Là. Mais je pense qu'en effet, la satisfaction, l'ironie de ces deux morts-là, en effet, je pense que t'as mis le doigt sur quelque chose. Je pense qu'ils me font sentir la même affaire à ce niveau-là. Là. Tywin, ben merci. La mort de Lena. Mais c'est gracieux. Elle est tripante. La fin de l'épisode où... La petite poignardeuse. Ça va-tu faire mal? Je pense pas. All right! Elle chug. Puis elle poignarde jusqu'à la dernière seconde. Elle dit de la merde après ça à Jamie. Toutes les... En fait, on voit jamais la mort. Mais on la voit pas mourir, c'est ça que j'allais dire. Élégant. Elle dit tout ce qu'elle doit dire. Elle avoue qu'elle a tué Joffrey. Puis Jamie, qui n'est plus le Jamie de la saison 1, qui a vraiment évolué. Il a vécu des défaites. Il se retient puis il se lève en mode Asti, elle vient de me choquer bien raide, mais elle est déjà morte. Je vais pas... Tu sais, il aurait pu être en rage de savoir que... Puis la stabber dans les yeux puis dire, je pense que Jamie, contrairement à Cersei, il comprend. Oui, ben oui, c'est ça aussi. Il comprend pourquoi tout le monde était contre. On calisse Joffrey. Mais c'est intéressant de Jamie dans cette scène-là parce que Jamie, c'est considéré comme le Kingslayer. Il a poignardé, il a éviscéré son roi Harris. Le fou dans le dos, puis tout le monde, il ramène ça. Alors là, dans une situation où ce qui aurait pu l'échapper ne l'échappe pas, il devient très chevaleresque plus on avance. Il perd son espèce d'élégance chevaleresque. Il perd son honneur. Mais il gagne une éthique et une morale chevaleresque vraiment intéressante. Jamie, c'est un de mes personnages préférés pour ça. Puis Olenna et Tywin, ce que je trouve intéressant en terminant, c'est que je trouve que ces personnages-là nous ramènent un peu dans une autre génération de Game of Thrones. Dans le sens que en voyant ces acteurs-là, puis je te parle pas de Charles, l'acteur, mais je te parle en voyant ces personnages-là, ces acteurs de l'histoire de Game of Thrones-là, on constate que les Jeux du Trône existent depuis toujours. C'est deux hosties de ratoureux. C'est des vétérans. C'est des vétérans de cette game-là qui, là,
il y a une brèche en quelque part, joue des cartes. Il s'amuse un peu au travers de ça. Ouais. Il joue un peu. Puis tu sais, Tywin, mettons, je pense qu'un de ses ancêtres directs est dans. Tu sais, Jason Lannister, Ouais. c'est genre son grand-père. Jason ou Tylan, je sais pas lequel des deux, mais les deux jumeaux Lannister, là, c'est genre. Un des deux est le grand-père de Tywin. Oui, ils sont. Tywin est relativement proche de l'époque dans laquelle on est dans House of the Dragon. Puis, tu sais, House of the Dragon, j'en ai souvent parlé comme étant un truc qui se vit vraiment de haut. Tu sais, il y a, surtout au début, là, quand Viserys est encore en vie, il y a beaucoup de on jase, on parle, on joue on fait des moves, mais nos vies à nous sont rarement en danger, tu sais. Mm-hmm. Puis je trouve que Olenna puis Tywin, ils jouent beaucoup de même. Versus un Robb qui est dans l'action, tu sais. Un Tyrion même qui va être tout le monde va être directement impliqué. Tywin, on sent jamais que sa propre vie est en danger. Ouais. Encore moins Olenna, tu sais. T'as raison. Chose qui me ramène beaucoup à l'esprit dans lequel on se trouve lorsqu'on écoute House of the Dragon avant que la danse ne commence, là, tu sais. T'es en train de regarder... Je suis comme tombé fou, là. Je veux savoir c'est quoi le lien entre... Je vais essayer de trouver, moi aussi, à deux, ça va aller mieux. Ça va être plate un peu, ce bout-là. Restez avec nous. Fait que là, la question, c'est est-ce que c'est son grand-père ou son... Parce qu'il y a quand même beaucoup d'années qui séparent. Mais il y a genre 175 ans à peu près, techniquement, entre... Alors, son père est Tytos. Tytos, ouais. Tytos Lannister. Tytos Lannister. Fils de... Son père... Non, c'est Gerald Fils Lannister. Puis là, je peux pas cliquer sur Gerald. Fait qu'au contraire, si je fais Tylan Lannister... Bon, tu vois, là, j'ai pas... Fait qu'on est plus loin que je pense. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai... Il y a quand même des... C'est comme 150 ans, là. Jason Lannister, OK, ouais, Jason. Children. Bon. OK, ben là, c'est vraiment plate, ce bout-là. Écoutez, vous irez checker puis vous nous le direz. Puis C'est peut-être que si vous checkez, vous allez peut-être finalement réaliser ce qui se trouve à Lancel. What a stupid name. Salut tout le monde, à bientôt. À bientôt.